qu'on discute le sujet de la réglementation autour de la cybersécurité. Nous remercions déjà aussi l'APB et le matin donc, qui nous ont donné cette occasion de parler de ce sujet-là. Donc, la réglementation, c'est aussi une partie qui fait partie du quotidien du RSSI, de l'expert sécurité, de l'intégration et tout ça. Donc, au-delà de la partie audit, veille, donc il y a l'aspect réglementaire aussi qui est important. Et donc, pour déblayer tout ça, phosphorer sur cet aspect-là, donc on a avec nous 3 experts. Donc, c'est Samad Limi qui est VP OSIM et RSSI de la Bourse de Casablanca. Merci d'être présent. C'est Hamza Warraqi qui est CTO de Texo Group. Bonjour, merci c'est Aziz, merci pour cette opportunité de partager avec des experts. Je suis ravi d'être parmi vous. En fait, la cybersécurité, comme vous le savez, donc il y a un cadre juridique, en fait, des lois. Il y a des lois qui régissent cette partie de cybersécurité et qui permet aux organisations d'être en conformité avec ces lois afin de respecter, bien sûr, le citoyen marocain, afin de respecter ses données à caractère personnel, respecter les transactions. Donc, parmi ces lois, on retrouve la loi 5305 qui régit les transactions électroniques et qui régit aussi les certificats électroniques et les signatures électroniques. Et puis on retrouve la loi 0908 concernant la protection des données à caractère personnel liées au traitement des données personnelles par les entreprises. Et puis il y a la loi 53, plutôt la loi 0520 qui régit, en fait, c'est un cadre concernant les OIV, ce qu'on appelle, ce sont les organismes d'intérêt vital. Ce sont des organismes qui fournissent des services vitaux aux citoyens marocains, comme par exemple l'infrastructure qui concerne la distribution de l'eau, d'électricité, le transport, des choses qui sont vitales pour le citoyen marocain. Donc c'est la loi 0520. Il y a aussi la loi 4320, je crois, qui concerne, vous me corrigez, la loi 4320 qui met un cadre concernant les pénalités concernant la cybercriminalité. Il y a aussi une loi concernant, bon, vous me rappelez si j'ai raté la loi 073 0520, oui, je l'ai cité. 073, concernant les OIV, la partie pénale. 5305 concernant les échanges électroniques. Et la partie pénale, voilà, donc la 0703. La partie pénale, c'est la 4320. Voilà. Voilà, presque 4 ou 5 lois. Ça, c'est ce qui concerne les lois. D'accord, parfait. Donc, tout un arsenal juridique qui a été fait par les autorités marocaines donc, pour couvrir tous les aspects. Maintenant, j'aimerais savoir, donc, pour vous, Serb Samad, donc, dans votre quotidien, cet aspect réglementaire, comment vous le prenez en charge, comment vous l'implémentez dans votre quotidien en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information? Merci, c'est Aziz. Lorsqu'on parle d'une loi, c'est un ensemble de règles obligatoires et dont on n'a pas l'excuse d'ignorer. Donc la première chose, c'est la veille réglementaire, parce que le risque ça peut porter sur des sanctions et même du pénal dans quelques cas particuliers. Et le RSSI n'a pas l'excuse de ne pas connaître les lois qui s'appliquent et qui concernent la sécurité de l'information et la cybersécurité. Donc du coup, la première chose, c'est veille réglementaire. Maintenant, en termes d'application, généralement, quand une nouvelle loi sort, le RSSI lance un projet de conformité. Donc, parce que ça peut engendrer plusieurs actions à mettre en place sur le plan technique, aussi que sur le plan organisationnel, procédural, etc. Donc, généralement, quand il y a une nouvelle loi, on lance un projet de conformité. On commence déjà par une auto-évaluation pour savoir où on est par rapport à cette loi. Est-ce qu'on est conforme à 50%, 80%, 10%, etc.
et on identifie l'écart, le gap. Et pour combler ce gap-là, on met en place un plan d'action avec une planification tenant compte des contraintes qui sont citées dans la loi. Parfois, on nous donne une période pour s'y conformer. Donc, il faut prendre en considération ce délai-là pour le respecter. Maintenant, en termes de bonnes pratiques, la loi est toujours là c'est-à-dire pour renforcer notre sécurité, notre posture de sécurité. Et c'est une opportunité pour toute entreprise. D'accord? Donc, il ne faut pas la voir comme un fardeau ou c'est une charge qui s'ajoute à notre quotidien, etc. Mais c'est une opportunité à saisir pour améliorer notre posture de sécurité, pour se protéger face aux menaces, etc. Donc, on a dit que c'est une opportunité. D'un autre côté, il y a peut-être des difficultés que le RSSI peut rencontrer. Je ne sais pas, est-ce que j'aborde très bien. Donc, la première contrainte, peut-être, c'est les ressources, parce que, comme vous savez, maintenant, au Maroc, avec l'évolution exponentielle des menaces et des risques cybersécurité, donc, la demande sur les ressources et les compétences cybersécurité est très forte. Et du coup, le RSSI peut trouver des difficultés à recruter des bons talents et des compétences. Donc ça, c'est la première contrainte ou première difficulté. Aussi, sur le plan technique, parfois, pour se conformer à une loi, notamment la loi 05-20, si on est concerné, il y a un ensemble de mesures techniques à mettre en place. Donc, ça veut dire qu'il y a un investissement à engager. Donc, j'ai dit, donc, pour saisir l'opportunité, la loi peut être un atout pour mettre la pression sur la direction générale, parce que ce n'est pas tout le temps facile à convaincre les décideurs d'investir dans la cybersécurité, mais quand il y a une loi, donc c'est une obligation, on n'a pas le choix. Et comme j'ai dit, il y a un ensemble de mesures techniques à mettre en place, des solutions techniques. Ça engendre, ou là, ça fait naître des nouveaux projets, des nouveaux challenges. Et lorsqu'on dit une couche de sécurité, lorsqu'on ajoute une couche de sécurité, cette couche de sécurité elle-même peut présenter des vulnérabilités. D'accord? Donc, la boucle n'est pas finie ici. Donc, il faut toujours faire l'effort de suivre l'actualité, la tendance, etc. Oui, effectivement. Parmi aussi les difficultés qu'on peut avoir, c'est la sensibilisation, parce que, comme vous savez, le maillon le plus faible reste l'être humain. Et surtout lorsqu'on est une grande structure, donc pour sensibiliser le personnel, on ne peut pas le faire d'une façon, c'est-à-dire informelle. Ni informelle, ni en présentiel comme ça, avec plusieurs groupes, etc. On ne va pas s'en sortir. Donc il faut mettre en place une solution de sensibilisation qui permet à tout un chacun de se former, se sensibiliser à l'heure qu'il souhaite et donner le temps nécessaire en fonction de son quotidien, sa charge de travail, etc. Donc ça aussi, si on n'a pas l'appui de la direction générale et les budgets nécessaires, ça peut présenter des difficultés. Merci. Donc, on continuera. Donc, merci. Merci, Samad. J'aime bien votre côté optimiste qui voit dans les défis des opportunités.
c'est une bonne chose. Alors, vous avez de veille, de conformité, de projets que vous lancez pour se conformer à ces lois. Et donc, j'imagine que vous vous êtes accompagné par des experts, notamment, nous avons avec nous. Et donc, aujourd'hui, dans votre secteur, donc, dans le conseil, dans les solutions de cybersécurité, comment vous implémentez, comment ces lois impactent votre quotidien, vos solutions, voilà. Merci pour l'invitation, c'est Aziz. Donc, bonjour à tous, moi je suis Araki Hamza, je suis cofondateur et directeur technique chez Texo Group. Donc, effectivement, moi je rejoins Seb Samad dans le sens où la réglementation, il ne faut pas la voir comme une contrainte, mais plus comme opportunité pour pouvoir mettre en place un dispositif de sécurité d'une manière globale qui va se décliner à travers un certain nombre de chantiers organisationnels, techniques, humains, de renforcement de compétences. Et donc, effectivement, ce cadre réglementaire nous a permis, nous, acteurs de la cybersécurité au Maroc et en Afrique, de pouvoir saisir cette opportunité pour accompagner nos clients sur un certain nombre de thématiques et donc de surtout pouvoir l'utiliser, cette réglementation, pour introduire la cybersécurité en tant que processus au niveau du métier et pas qu'un métier support à toute entreprise. C'est vrai que jusque-là, l'informatique d'une manière générale et en particulier la cybersécurité était considérée comme un métier support, comme un métier qui vient nous consommer de l'argent. Et jusque-là, on ratait, on passait à côté de l'importance d'avoir un processus de cybersécurité qui va nous permettre de préserver notre patrimoine informationnel contre toute attaque et qui peut se transformer par la suite comme un impact important, que ce soit sur l'image, sur le financier, sur la partie légale, réglementaire, etc. Donc nous, effectivement, à travers les différentes lois que Serachid a eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure, nous travaillons sur un certain nombre de chantiers, notamment à commencer par le cadre de gouvernance. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, avant l'apparition des lois, avant l'apparition de l'organisation de la sécurité au Royaume, depuis maintenant quelques années, on considérait la sécurité juste au niveau du volet technique. Donc on pensait aux firewalls, aux boîtiers, aux protections, mais on passait à côté de cadres réglementaires, de cadres de gouvernance, de l'organisation. Et donc aujourd'hui, beaucoup de clients, beaucoup d'acteurs en fait, qui consomment les systèmes d'information et le digital au Maroc commencent à intégrer cette composante qui est très importante, qui est de commencer d'abord par mettre en place un cadre organisationnel qui va par la suite être décliné à travers les différentes briques de solutions, à travers les différentes investissements dans la cybersécurité. Et donc c'est pour ça que je reviens sur ma phrase de départ. Donc le fait d'intégrer la cybersécurité en tant que processus avec une orientation et une stratégie risque va permettre non seulement d'avoir un plan d'action pour contrer les menaces cybersécurité, mais aussi pour économiser et optimiser en termes d'investissement. Avant, beaucoup d'entreprises raisonnaient par briques techniques. Je vais acheter X, Y comme solution, mais ils n'étaient pas sûrs que ces solutions-là vont pouvoir couvrir les risques redoutés par ces entreprises. D'où l'importance d'abord d'avoir cette approche risque qui va pouvoir identifier l'ensemble des risques redoutés par les entreprises avec un plan de traitement de ces risques-là qui va répondre point par point selon les risques qui ont été identifiés. Et à partir de là, on va pouvoir peut-être lancer un certain nombre d'acquisitions de solutions pour compléter cette brique organisationnelle. En plus, rappeler c'est Absamad, notamment la sensibilisation des utilisateurs, la formation de notre garde-fou, qui est le service cybersécurité, donc, que ce soit rattaché à la DSI ou à la direction générale ou au risque ou peu importe. Et donc, tout est venu à travers justement cette réglementation mais de cadre réglementaire qui va motiver les entreprises, pour ne pas dire obliger les entreprises à se conformer avec un certain nombre de règles en matière de cybersécurité. Parfait. Merci beaucoup. Je retiens deux aspects, donc l'approche risque et la bonne gouvernance. Donc, et justement, dans cet aspect bonne gouvernance, Serachid, est-ce que ces lois, est-ce que cet arsenal juridique, c'est suffisant, ou bien il y a aussi autre chose, il y a d'autres normes, peut-être, d'autres bonnes pratiques qu'il faut intégrer pour que ce soit justement un système d'information sécurisé, une sécurité
bien gouvernée, une approche risque, prise en charge et risque minimisé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, avant les lois, il y a déjà des normes. Donc des normes pour être en conformité. Et c'est en fait pour les entreprises, c'est un gage de confiance. C'est un gage de confiance pour les utilisateurs internes. Et en plus, c'est un gage de confiance pour les clients. Une entreprise, par exemple, qui est certifiée ISO 27001, qui est le système de management de la sécurité du système d'information, ceux qui sont conformes, donc ils ont plus de chances, par exemple, de gagner, par exemple, des appels d'offres, par exemple, ou bien de gagner la confiance des entreprises et des donneurs d'ordre. Donc, par contre, la loi, c'est une obligation. La loi, c'est une obligation qui elle-même se base sur une norme. Par exemple, la loi 0520, elle se base sur ISO 27001. C'est-à-dire, on vous dit, par exemple, pour être conforme à la loi, voilà ce qu'il faut respecter, mais on vous aide pour respecter tout ça. Donc, il faut adopter, par exemple, en fait, ce n'est pas une obligation, mais en adoptant, par exemple, les ISO, une pratique, de bonnes pratiques ISO 27001, on peut être conforme à la loi 0520. Ça, c'est un exemple. Il y a ceux qui choisissent, par exemple, le NIST. C'est une norme américaine. Donc, là, je rebondis au dernier baromètre qu'on a lancé, c'est l'OSImètre. En fait, c'est le premier baromètre qu'on a lancé au Maroc avec une collaboration avec PwC. En fait, c'est un osimètre qui permet de mesurer la maturité des sociétés marocaines en termes de cybersécurité et de voir quels sont les challenges, de faire un benchmark entre sociétés, parce que ça, c'est quelque chose qui nous manquait, nous, en tant que DSI, en tant que RSSI. Cette information nous manquait. On ne savait pas exactement comment nous benchmarker et quelles sont les bonnes pratiques. Il y a d'autres normes, comme par exemple la norme ITIL, même s'il est normalement, c'est une gestion des services, mais on retrouve un chapitre qui concerne la sécurité de l'information. Il y a aussi le COBIT, c'est pour la bonne gouvernance, la gouvernance des systèmes d'information. Aussi, il y a un chapitre qui concerne la sécurité d'information. Donc, toutes ces lois qu'on a citées tout à l'heure, ils se basent sur des normes qu'il faut respecter et qui sont un gage de confiance et qui donnent un cadre pour l'entreprise et pour les RSSI. Si on suit ce cadre-là et on est conforme, donc ça veut dire qu'on a au moins, on ne va pas dire qu'on est à l'abri des attaques, mais au moins on a fait notre maximum, on a fait notre devoir. Sauf qu'il faut bien sûr implémenter une approche de, comme vous le savez tous, l'amélioration continue, le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Donc il faut toujours être à la veille, il faut toujours faire des audits, il faut toujours être en veille des nouvelles attaques, des nouvelles failles. Parce qu'il ne suffit pas de mettre, il a dit bien sûr, si Waraqi l'a bien expliqué, il ne suffit pas de mettre un antivirus ou un firewall ou quelque chose de technologique. Ce n'est pas de la technologie, c'est une stratégie. On parle maintenant, on parlait il y a des années de CISO, le responsable de sécurité en anglais. Maintenant, on parle de CSSO, de stratégie de sécurité de l'information. Il y a un Chief Information, Chief Information Strategy Security Officer. Donc, on parle beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus que la technique. Ça dépasse de loin la technique, ça dépasse les normes, ça dépasse les lois. Donc, c'est des stratégies qui sont d'ailleurs parmi les choses qui montrent que la partie cybersécurité est très importante. Elle n'est pas gérée par le DSI ou par le RSSI plutôt. Il ne dépend pas du DSI ou bien il dépend carrément qu'il y a des sociétés où il dépend du risk manager, ou bien un board risque. Il y a des RSSI qui dépendent directement de la direction générale. Merci. Parfait. Donc on est passé par plusieurs étapes. Donc l'informatique était un centre de coût, puis un centre. Vous l'avez rappelé, c'est Hamza. Donc il est devenu créatrice de valeur. Après, donc il y a les menaces cybersécurité qui se présentent et on met en place les normes, les lois. Et là, on intègre même la sécurité au niveau stratégique. Donc c'est tout un cheminement. Maintenant, vous avez parlé de la veille et je pense qu'à travers que vous auriez fait à travers sur le GITEX, vous auriez entendu certainement tout le monde parle d'IA. Donc cette veille-là concerne toutes les nouveautés qui arrivent sur le marché, les nouvelles tendances. Comment on intègre cet aspect-là, cet aspect de nouveauté dans l'aspect cybersécurité? Quelles sont les démarches à suivre, les bonnes pratiques peut-être du point de vue RSSI? Et on viendra à Hamza pour compléter par l'aspect conseil et solution. Merci. Donc, avant de parler de l'IA, j'aimerais juste préciser que, par exemple, la loi 0520, il ne concerne pas tous les établissements ou toutes les organisations. Ça concerne particulièrement les entités, l'administration publique
les opérateurs et les infrastructures d'importance vitale. Lorsqu'on dit infrastructure d'importance vitale, toute installation, ouvrage, système qui, dont tout incident de sécurité lui concernant peut impacter ou toucher une fonction vitale pour la société, pour la sûreté, pour le citoyen, pour l'économie, etc. Donc tout ce qui est vital pour le pays. Bon, par contre, il y a des lois qui sont concernées. Si on prend par exemple la loi 0908, ça concerne tous les responsables de traitement d'informations à caractère personnel. Mais à côté de ces lois-là, il y a quand même des références. Ou bien, il y a la directive déjà, la DNSSI, qui est une directive, ce n'est pas une loi, mais qui est obligatoire également, surtout pour les EIV. Donc, il y a d'autres référentiels qui peuvent être obligatoires, qui ne le sont pas. Par exemple, ISO 27001 n'est pas obligatoire, c'est un choix. Mais dans des cas particuliers, ça devient une obligation. Ce n'est pas par la loi, mais peut-être par l'écosystème. Revenons à la question de l'IA. Ça, c'est, comme vous savez, l'IA a commencé dernièrement à prendre de l'ampleur. Tout le monde en parle, c'est la tendance, etc. Et la sécurité ne peut pas attendre jusqu'à ce que tout le monde adopte l'IA. On réfléchit aux mesures de sécurité, non. Donc, dès le début de l'utilisation de l'IA, cette réflexion a démarré d'étudier les risques liés à l'utilisation de l'IA, parce qu'il y a un aspect lié aux informations sensibles. Si un collaborateur utilise par exemple un outil d'intelligence artificielle, pour faire une synthèse, il doit donner de l'input, c'est-à-dire il va lui donner des données, un document peut-être, un fichier Excel, etc. Et en retour, il va avoir une synthèse. Mais ces données-là vont éventuellement réutilisées par la solution d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un risque. Il y a énormément, il y a un ensemble de types de risques. Je vais citer quelques-uns. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est par rapport aux développeurs. Un développeur, maintenant, il peut donner le contexte, le besoin, etc. à l'outil IA, et il peut avoir un code prêt, mais qui garantit que cet outil-là a été bien entraîné, c'est-à-dire entraîné sur des bonnes entrées, des données de qualité, etc. Et qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas de malware qui est implicite ou injecté dans ce code-là? Si le développeur n'a pas conscience, n'est pas sensibilisé, il peut exécuter le code sans même le lire parfois. Et ça, c'est un grand risque, parce que ça peut ouvrir une brèche, il peut ouvrir une porte, une vulnérabilité aux pirates pour l'exploiter. Donc, il y a d'autres utilisations qui peuvent présenter des risques. Peut-être le temps ne permet pas de les citer toutes. En termes maintenant de bonnes pratiques, déjà, la première chose, c'est la sensibilisation. Donc ça, c'est basique. Sensibiliser chaque population selon son secteur d'activité. C'est-à-dire les développeurs, peut-être ils ont besoin d'une sensibilisation. C'est pas la même que un utilisateur simple ou quelqu'un peut-être qui traite de l'information confidentielle ou à caractère personnel. Peut-être il a besoin d'une sensibilisation particulière. Peut-être il faut c'est-à-dire mettre en place des indicateurs pour suivre et voir comment l'IA est utilisée au sein de l'entreprise.
On peut aussi mettre en place une charte à faire signer. Ça permet de responsabiliser un peu, ça entre dans le cadre de sensibilisation, mais c'est un peu plus fort parce que ça engage effectivement le collaborateur. Et bien sûr, il y a des solutions techniques, effectivement, qui peuvent aider à filtrer, peut-être pas à 100%, si Hamza peut en parler mieux que moi, mais il y a des mesures techniques qui peuvent être mises en place pour renforcer cette sécurité et éviter d'avoir des vulnérabilités sur ce plan-là. Hamza, j'imagine que le développement de l'IA, qui est un développement très rapide, ça vous oblige peut-être à changer peut-être votre manière de faire, votre démarche de conseil, vos solutions en permanence. Donc, comment vous arrivez à suivre et justement, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui, donc avec tout ce développement d'IA et de nouvelles attaques, etc. Quel est l'impact sur votre quotidien? Merci, c'est Aziz pour la question. Donc effectivement, l'IA, on parle aujourd'hui de plus en plus avec toutes les craintes autour de cette nouvelle. Juste vous rappeler que depuis la création du premier ordinateur au monde, les soucis de sécurité ont été là. En passant par les protocoles non sécurisés, en passant par TCP/IP, Internet, le boom Internet, on a commencé par la suite à parler du cloud, on a parlé de la machine learning, Big Data, et nous voilà avec l'IA. Donc, tout ce cycle-là que nous avons vécu, à chaque fois, il y avait ces contraintes, ces peurs, ces craintes plutôt, pardon, par rapport à l'intégration de la cybersécurité dans l'adoption de cette nouvelle technologie. Eh bien, moi, j'ai envie de dire qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de certaines démarches, certaines stratégies qui ont marché avant, qui devraient remarcher, avec bien évidemment une adaptation par rapport à ce contexte, notamment à travers des techniques qu'on a vues un peu ces années, notamment comme si, Absamad, on a parlé, l'intégration de développement sécurisé dès la phase de développement. On a parlé aussi de la sécurité by design, c'est-à-dire implémenter une approche de sécurité à tous les niveaux des phases de développement. On a parlé de DevSecOps, donc l'automatisation de la sécurité avec la publication des applications, la publication des données, etc. Et aujourd'hui, on parle de l'IA. Moi, je reviens toujours sur la démarche risque. On entend de plus en plus d'acteurs qui veulent consommer aujourd'hui l'IA dans les processus. J'en parle aujourd'hui avec quelques banques, avec quelques industriels comme General Electric ou autres qui ont déjà adopté au niveau de leur proposition de produits. Et donc, l'approche risque reste prédominante pour pouvoir sécuriser en fait cette nouvelle utilisation, cette nouvelle manière technologique à consommer les données et à utiliser les données. Donc, cette approche risque va nous permettre d'identifier directement, dès la phase de lancement des projets et aux besoins de la consommation par les métiers, tous les risques qui pourront impacter en fait le patrimoine informationnel de l'entreprise et mettre en place un certain nombre d'actions qui vont être d'ordre, encore une fois, organisationnel, d'autres actions d'ordre technique et d'autres actions à titre humain ou de renforcement de la sensibilisation en fait, des utilisateurs qui sont effectivement le maillon le plus faible dans cette approche, mais qui vont certainement se transformer au maillon à travers justement cette notion de sensibilisation. Là, une fois sur l'aspect technique ou technologique, l'ensemble des acteurs du secteur cybersécurité, donc les éditeurs, les intégrateurs, tous les éditeurs commencent à intégrer justement cette notion de protection par rapport à tout ce qui est menace IA. Donc on a vu l'apparition d'un certain nombre de solutions sur le marché. Le GITEX en est témoin, donc avec la communication sur un certain nombre de cartes et de vendeurs. Donc encore une fois, qui va permettre de piloter en fait cette démarche sécurité, c'est le cadre de gouvernance, le cadre organisationnel qui va définir la stratégie justement de chaque entreprise au cas par cas selon le secteur d'activité, les contraintes, projection stratégique de l'entreprise pour pouvoir la cybersécurité en automatisant de l'IA au sein des process métiers. Parfait, donc c'est Hamza, si je retiens bien, donc c'est IA ou pas IA,
si la cybersécurité est bien gouvernée, donc c'est très simple comme résumé, mais le risque zéro n'existe pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'être inséré dans une démarche préventive, bien évidemment, à travers un cadre gouvernance qui marche, qui est testé. C'est Rachid a cité tout à l'heure de l'amélioration continue. Donc il y a aussi un certain nombre d'actions techniques pour pouvoir faire de la prévention, de la détection. Il y a aussi la sensibilisation. Tout ça, bien évidemment, c'est dans une approche risque. Et comme vous le savez, un risque zéro n'existe pas. Mais on va faire ce qu'on a à faire à travers en fait ces 3 piliers. Et puis il n'y a pas de raison par la suite. Parfait. Donc si vous, pour vous, c'est Rachid, si vous entendez tout ça, donc si la cybersécurité est bien gouvernée, donc on peut la gestion des risques. Donc pour vous, l'intégration de vous qui êtes responsable, directeur système d'information au sein d'une compagnie d'assurance, donc l'intégration de l'IA, donc vous pouvez l'intégrer aujourd'hui donc pour innover dans vos produits, dans vos services, en tenant compte de tout ce qui a été dit en l'approche risque et tout l'arsenal qui va être mis en place pour s'assurer qu'il y ait le minimum de risque. En fait, l'IA, on ne va pas y échapper. Tout le monde, déjà, on l'utilise malheureusement. Si on ne prend pas le lead en tant que DSI, si on ne prend pas le lead, donc on va être dépassé. On va être dépassé par nos concurrents ou nos confrères et dépassé par les employés de l'entreprise parce qu'ils vont utiliser l'IA, soit que vous le voulez ou non. Déjà, ils les utilisent sur leur téléphone, sur leur laptop, à moins que, bien sûr, que vous ayez un système de sécurité qui est vraiment robuste, qui bloque tout. Mais en quelque sorte, si vous les privez de l'utilisation de l'IA, eux aussi vont être dépassés, c'est-à-dire les départements marketing, les départements commerciaux, les départements, tous les départements, même les RH, vont passer et ils vont passer, comment dirais-je, à côté d'une augmentation de l'homme. Parce que maintenant, c'est vrai, on n'a pas beaucoup peur du remplacement c'est-à-dire on ne va pas être remplacé demain par les robots, mais par contre, on va être remplacé par des gens qui utilisent l'IA, qui sont augmentés par l'IA. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a discuté en 2018 aux assises de ZIM. On avait parlé de l'augmentation par l'IA. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, l'intégration de l'IA, il faut qu'elle soit dans un plan stratégique de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une vision long-termiste. Il faut qu'il y ait une stratégie d'intégration de l'IA. Il faut faire l'étude d'impact, l'étude de valeur, qu'est-ce qu'il va nous apporter cette IA. Et bien sûr, l'intégrer avec toutes les parties prenantes, avec les risques managers, avec les RSSI, et avec toutes les parties prenantes. Il faut aussi considérer, comme a dit Hamza tout à l'heure, l'approche de security by design and security by default. Il a bien cité l'exemple de DevSecOps, c'est-à-dire intégrer la sécurité depuis le début et l'intégrer d'une façon qui est automatisée même pour les programmes, pour les développeurs. Et à chaque développement, il y a une partie IA depuis le début. Sans citer le nom d'une banque, dernièrement, il a lancé un produit parce que, vu la concurrence et vu la rapidité sur le marché, donc le produit a été développé, il a lancé tout de suite, mais après, il s'est retrouvé avec beaucoup de failles. Donc, ils étaient obligés de revenir en arrière. Bon, ils ont perdu pas mal de clients, pas mal de je ne sais pas combien de millions de dirhams, mais bon, ça, c'est pas... De toute façon, l'essentiel, c'est que l'intégrer dans une stratégie, faire l'impact de l'étude d'impact. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a partie investissement. La partie investissement, il faut que ça rentre dans les budgets aussi. Et le moment où on va, par exemple, prendre l'addition sur le budget de l'IA, il faut à côté, comme n'importe quel projet, automatiquement, on intègre le budget formation et le budget maintenance préventive et corrective. Donc, il faut aussi maintenir un budget pour l'IA avec sa sécurité qui vient après. Pour répondre à la deuxième partie de la question en tant que DSI, quels sont les challenges pour l'IA et tout ça, il y a un autre challenge, c'est au niveau du budget. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion avec quelques amis, quand on discute des problématiques d'avoir un budget pour la cybersécurité, vu le baromètre qu'on a lancé, l'osimètre qu'on a lancé dernièrement au mois de février, on a remarqué qu'il y a une certaine maturité, il y a une certaine conscience des top management par rapport au budget de cybersécurité. C'est à cause ou grâce à le problème des attaques qui sont survenues ces dernières années. Donc, ils ont vu les problèmes et l'impact
en termes s'il n'y a pas de cybersécurité. Moi, je disais à certains amis d'aller, quand on va chercher, par exemple, un budget, à chaque fois, le CFO, il vous demande quel est le retour d'investissement. Moi, je leur dis quel est l'impact de non-investissement. Je leur montre l'impact si on investit sur la sécurité. Il faut leur parler un langage business, un langage franc, un langage argent. Donc, il ne faut pas parler de firewall ni réseau et tout ça. Donc, il faut leur dire, voilà, en cas d'attaque cybersécurité, il y a un vol d'information, par exemple, il y a la réputation qui peut être mise en cause. Donc, il faut toujours réfléchir avec toutes les parties prenantes pour, bien sûr, mener à bien ces projets de cybersécurité. Parfait. Merci. Le débat est vraiment passionnant et malheureusement, on n'a pas assez de temps. Donc, alors, je vais vous donner la parole, Samad. Donc, regardez, on a commencé par parler des lois. Là, on finit par l'IA et les risques, l'intégration de l'IA et les risques innés à cette technologie. Donc, pour finir, j'aimerais juste vous donner un dernier mot, chacun de vous. Voilà, pour résumer, ou peut-être un message que vous vouliez passer. Merci. Oui, justement, je voulais juste rajouter quelques précisions. Si Hamza a parlé de, c'est-à-dire le début de les soucis de sécurité dès la naissance des ordinateurs, je dirais que même avant les ordinateurs, parce qu'on parle de la sécurité de l'information et pas seulement la sécurité informatique. Donc on parle de l'intelligence économique et l'intelligence, lorsqu'on parle c'est-à-dire le terme il vient de l'anglais et le sens c'est plutôt les renseignements, c'est pas l'intelligence comme on le comprend en français. Donc c'est les renseignements. Et les renseignements économiques, ils sont présents plusieurs voire centaines d'années. Donc il était toujours un souci. Et il va toujours rester, il va toujours l'être. Alors, autre chose par rapport à l'utilisation de l'IA, parce que malheureusement, il y a des entreprises qui cherchent la facilité et la première mesure à mettre en place, c'est de couper l'accès à tout ce qui est IA, etc. Et comme a dit c'est Rachid, donc le risque c'est être dépassé et peut-être on va regretter de ne pas avoir utilisé l'IA au début de la présence de l'opportunité, c'est-à-dire ne pas saisir cette opportunité-là. C'est le même, je vais juste faire un peu de comparaison avec l'Internet parce que le jour où l'Internet est apparu, effectivement, donc on devient exposé à l'extérieur et nos informations deviennent plus, c'est-à-dire exposées, c'est-à-dire ils peuvent être atteintes c'est-à-dire leur confidentialité, intégrité ou disponibilité peut être atteinte par des malveillants. Et le fait de couper l'Internet n'a jamais été une solution. On dit que la sécurité, ce n'est pas l'obscurité. Donc, ce n'est pas pour être sécurisé, vivre dans l'obscurité, ce n'est pas ça la solution. Donc, je rajoute aussi que, à côté, pour revenir à l'aspect réglementaire, il y a les lois, il y a les normes, mais il y a aussi des référentiels qui sont sectoriels, qui sont imposés par le régulateur du secteur, que ce soit Banque El Maghrib par exemple pour le secteur bancaire ou l'AMMC pour les marchés de capitaux, etc. Ici, je donne l'exemple de Crouet qui est imposé par exemple par Banque El Maghrib pour surtout la bourse et Maroclear. Donc, et ça, c'est un référentiel qui englobe un peu la sécurité et la résilience. Donc on parle de la cyber-résilience, c'est la sécurité et la continuité d'activité. Donc ce référentiel-là, il a 3 niveaux de maturité. Il y a le niveau Evolving, le niveau Advancing et le niveau Innovating. Et plus on monte dans un niveau supérieur, plus on a de contraintes et
c'est-à-dire de dispositifs plus serrés de sécurité. À savoir que Croway, par exemple, il nous oblige, nous par exemple à la Bourse de Casablanca, on est obligé de former les administrateurs, non seulement le personnel, les administrateurs doivent être formés sur la sécurité. Ça c'est un peu fort. Il y a un niveau où, par exemple, une référence vis-à-vis de ce conseil-là, en termes de cybersécurité, doit être nommé. Ça, c'est un niveau, ça c'est dans le niveau le plus élevé qui est innovative. Merci. Merci, Samad. C'est Hamza, un mot de la fin. Non, moi j'ai envie de terminer sur une bonne note hein, pour ne pas rester pessimiste. Donc aujourd'hui, on a un cadre qui s'installe de plus en plus, un cadre réglementaire, un écosystème. Donc un travail qui se fait de la part de la DGSSI en particulier, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. Donc le plus important, c'est de ne pas laisser le terrain vide. Donc la nature a horreur du vide, comme on dit, et c'est encore plus valable dans notre domaine d'activité qui est la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives sur le cadre réglementaire, il y a des directives, il y a, on va dire, un écosystème qui est en train d'être mis en place, l'encouragement de développement aussi de solutions cybersécurité locales, pour ne pas dire souveraines. Donc tout ça, ça permet justement de préparer cette transition numérique qui est en place, cette transformation digitale. On parle depuis un moment. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les banques, il n'y a pas que les assurances, il n'y a pas que les grandes institutions. Aujourd'hui, on cible aussi un acteur très sensible qui est le public, le grand public, donc le secteur public, qui doit être accompagné notamment dans la mise en place justement des dispositifs cybersécurité. Et le Maroc est bien parti pour, donc à travers la mise en place des lois, à travers la qualification aussi des prestataires, ça c'est quelque chose de très important à rappeler, notamment sur les aspects audit, il y a d'autres qualifications qui sont en cours d'élaboration, notamment pour tout ce qui est supervision de sécurité. Nous avons vu le référentiel de compétences qui était présenté hier par la DGSSI aussi, avec une stratégie sur les 10 ans à venir pour le renforcement des capacités cybersécurité et résilience du royaume. Donc tout ça nous donne de l'appétit, il doit nous motiver justement pour pouvoir adopter la cybersécurité comme approche et non seulement comme métier support, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc merci. Parfait. Merci beaucoup, c'est Hamza. C'est Rachid, un petit mot de la fin. Merci. En fait, je dirais, comme mot de la fin, zero trust by default. Que ce soit l'IA ou l'homme. Donc c'est toujours avoir une approche zero trust by default, par défaut. L'acculturation du personnel, parce qu'on dit que le maillon faible de la chaîne, c'est l'homme. Mais il faut, comme a dit tout à l'heure, Hamza, il a parlé d'opportunité pour lui. Nous, c'est une menace. Et ça, on est complémentaires entre clients et prestataires de services. Tout ce qui est menace pour nous, c'est une opportunité. Donc, il faut qu'il y ait une acculturation du personnel concernant la cybersécurité et une sensibilisation avec une amélioration continue. C'est-à-dire toujours, maintenant on parle de l'IA, demain, je sais pas, on va parler de la conscience parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Demain, on va parler de la conscience artificielle qui n'est pas encore venue. On parle d'accompagnants et d'assistants, mais je suis sûr que, je ne sais pas dans quelle année, combien d'années, on va être dépassé par nos avatars parce qu'ils savent tout de nous, ils connaissent tout de nous. Ils ont une batterie de données qui est extraordinaire, une mémoire extraordinaire, ils ont une rapidité et une volumétrie qui nous dépasse. Donc à un moment donné, on va retrouver ici Avatar Rachid, Avatar Hamza et Avatar Abd Samad. Et vous n'aurez plus, bien sûr, Avatar Hussein. Donc le danger est là. Parce que déjà, ils sont en train d'expérimenter des réunions entre avatars qui vont décider qu'il faut faire un résumé plutôt. Ils vont faire un résumé et le lendemain, on vient tous les trois pour voir le résumé de nos avatars. Et on commence par le résumé pour aller plus loin parce qu'on a gagné énormément de temps. Et merci beaucoup pour votre attention, de nous avoir supportés. Merci beaucoup. On attend de l'humain qui est entre nous. En attendant ces avatars-là qui viendront par la suite, mais on profite. Merci à la PIB de l'accueil, merci à l'audience, et voilà.
Merci.